toutes, bonjour à tous. Nous sommes bien sur Radio Apal Chikambout et nous allons entamer notre émission Sac à fête au Liron Latte. Donc vous connaissez le format, on prend une ou deux informations importantes et avec la complicité des militants, on réfléchit à la question. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on réfléchisse sur une loi qui a été votée le 7 juillet 2026 par l'Assemblée nationale française. Cette loi s'appelle Présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Elle a été votée par 313 députés, donc à la majorité. La loi au départ était portée par l'extrême droite, par le Rassemblement national, qui a été rejointe par les Républicains et qui a été soutenue en fait par le gouvernement et ses députés. Et cette loi vraiment donne un permis de tuer aux forces de l'ordre. Parce que jusqu'alors, il y avait une législation qui disait que s'il y a mort d'homme, il faut qu'on fasse une enquête pour savoir si le tir du policier, enfin du responsable du tir, était proportionné, justifié. Alors, si oui, il était relaxé, sinon il avait des sanctions. Et souvent, même cette précaution-là faisait que les criminels passaient par mal. Pourquoi? Parce que le policier qui tire, par exemple, l'affaire Naël, qui a été très connue, c'est un jeune de 17 ans, qui, en 2023, est au volant d'une voiture, et qui est abattu par un policier. Qu'est-ce qui a été dit dans les médias tout de suite? Que c'était un délinquant qui s'appuyait, oui, que le policier s'est senti menacé, etc. S'il n'y avait pas eu des caméras pour filmer la scène, comment ça s'est passé, et qu'il s'agissait d'une exécution, ce bonhomme-là serait en prison, ne serait pas, aurait été libéré, pardon, tout à fait au contraire. Et puis, la victime aurait été décriée, un délinquant, il a eu ce qu'il méritait, etc. Ce qui a sauvé la famille, les proches de Naël, c'est cette vidéo. Ce qui veut dire qu'il y a, comme dans toutes les institutions humaines, au sein des forces de l'ordre, des racistes, des criminels, des gens aigris. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entre eux qui ont eu l'occasion de tuer leurs femmes, etc., qui commettent des féminicides. Ça veut dire que c'est des êtres humains. Quand en plus ils reçoivent une idéologie Front National raciste, ils donnent beaucoup. J'aime à donner des exemples concrets. Je me permets de rappeler que dans le journal Assez plairé en nullité, dans les années 90, nous avons publié un témoignage qui nous avait été envoyé par des CRS de la compagnie de Vaucresson en France. C'était des gens d'origine martiniquaise. Et ils nous détaillaient la vie dans les commissariats, y compris contre les CRS noirs. On mettait des excréments dans leur casier. Ils racontaient comment dans les fourgons, les petits tabassaient les gens, les salbougnoules, etc. Et quand ils nous ont envoyé ça, nous avons publié dans le journal Assez plairé en nullité. Ça a déclenché une tempête, inspection générale. Ils ne sont pas arrivés à savoir qui nous avait envoyé ça, mais ça a changé les choses. Tout ça pour dire que parmi les forces de l'ordre, il y a ce courant d'extrême droite, il y a le syndicat Alliance, en France, qui est particulièrement réactionnaire, qui fait qu'il y a des crimes intolérables. La loi précédente permettait qu'il y ait une enquête. Mais aujourd'hui, avec cette loi qui a été votée au Parlement, le parcours n'est pas fini, parce qu'elle doit aller au Sénat et venir en seconde lecture à l'Assemblée pour être définitive. Je signale qu'il y a une pétition, je crois qu'il y a déjà 500 000 signatures pour s'opposer à ce que, pour demander qu'on redébatte de cette loi. Donc, quand ce parcours sera fini, si la loi est adoptée,
ce sera à la victime de déclencher une action pour essayer de prouver que c'était un crime. Mais la présomption signifie que tout tir de policier est considéré comme strictement légal. Présomption d'innocence, s'il a tué, il est innocent. Et c'est pas, il n'y aura pas d'enquête comme c'était le cas auparavant. Il y aura, la famille devra se dépatouiller, on sait comment ça va finir. Qu'est-ce qui peut justifier qu'une loi comme ça se fasse? Parce qu'il y a une loi qui permet de vérifier si la violence était proportionnée et justifiée. C'est parce que nous sommes dans une période de fascisation. Non seulement en France, mais dans l'ensemble de la planète, les milliardaires ont pris le pouvoir, ils mettent les gens qu'ils veulent aux instances, en s'appuyant sur leurs médias, en s'appuyant sur le degré de corruption, et de plus en plus, on voit des dictateurs trumpistes s'installer dans tous les pays. Le mouvement avait déjà commencé en Europe, il s'intensifie sur le continent américain, et heureusement là, c'est en Afrique qu'il est bloqué par les nouvelles dynamiques, notamment de l'AES. Alors, voilà le thème que je soumets à votre discussion. À vous chacun de donner vos sentiments, de faire des commentaires. Là, franchement, je ne sais pas, Monsieur Macron, Emmanuel Macron, s'est présenté comme le rempart contre le Front National. Et côté pour moi, donc vous n'allez pas avoir du Front National. Mais là, on a la politique du Front National depuis le début de son mandat jusqu'à aujourd'hui. Et son mandat s'achève avec l'idéologie du Front National qui transpire dans les décisions du gouvernement. Et justement, ce permis de tuer là le montre de manière éclatante. Oui, je crois qu'elle a démontré ça. Hein. Nous sommes dans une période où il y a une montée du fascisme dans le monde. Et en Amérique du Sud, on voit aussi qu'il y a de nombreux dictateurs qui sont au pouvoir à l'heure actuelle. Et ça prouve que de plus en plus, la répression aura lieu en France, et nous avons des compatriotes en France qui devront craindre la réaction qu'il y aura en France vis-à-vis de nos compatriotes en France. Mais je rappelle que pour nous, nous connaissons le colonialisme français. Ils ont eu le permis de tuer. Ça oui. Depuis, après l'abolition de l'esclavage, où il y a eu de nombreuses grèves des ouvriers agricoles, et les policiers et les gendarmes ont tiré, et il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a pas eu de responsable d'enquête pour dire qu'il y avait des crimes en Martinique. Donc, nous avons encore plus à craindre en Martinique quand une telle loi est votée. Ça veut dire qu'en Martinique, vous voyez bien qu'il y a des groupes qui rentrent. Macron voit ces forces de répression en Martinique, et ces forces de répression ne vont pas hésiter à tirer sur nous, Martiniquais, quand nous allons combattre le colonialisme français. Ça nous peut dire, hein. Ce que nous pouvons dire, c'est que, en fait, les députés, ils sont en train de préparer la nouvelle transition. Et cette nouvelle transition sera très dure. D'autant plus que du point de vue économique, l'euro est en train de vaciller. Et pour ça, il faut mettre en place des structures permettant à recadrer. Alors, on a une poussée de la fascisation. On a les multinationales qui profitent pour justement serrer les liens,
pour permettre justement de cette domination de cet impérialisme économique, social, etc., sur les peuples. Et en France, c'est ça qui est en train de se passer. Et pour moi, c'est d'autant plus important par rapport à ce que disaient nos compatriotes. Pas seulement nos compatriotes, toute la frange des immigrés, qu'ils soient africains, qu'ils soient maghrébins, même ces gens-là, bon, ben, ils ont beaucoup à craindre. Et je crois que c'est ceux qui sont venus de préparer. Et pour cela, ça demande une collaboration avec les peuples de France qui sont en train de lutter aussi. Parce que par-delà de ce qui se passe, même les peuples sont en train de lutter pour permettre de contrer cette montée de cette fascisation. Et pour moi, c'est ce qui est fondamental, c'est que nous, dans notre pays, que nous résignons, que nous ouvrons les yeux pour comprendre ce qui se passe autour de nous, pour comprendre le combat que nous devons mener, pour ne pas rester dans l'émotionnel, dans la belle France, et se cacher derrière la République etc. Pas seulement au niveau même institutionnel, mais au niveau de nous-mêmes. Parce qu'on fait glisser des petits trucs. Bon, heureusement, cette Coupe du Monde ne nous a pas amené, il nous voulait nous amener, parce qu'on serait bien. Pas encore. Voilà, c'est tous ces éléments-là que nous devons mettre ensemble pour comprendre le combat que nous devons mener par rapport à toute cette montée de cette fascisation au niveau structurel, au niveau français, quoi. Moi, je veux continuer que la loi permis de tuer, c'est la plus récente, c'est elle qui est spectaculaire, mais c'est toute une série de lois qui sont prises depuis l'arrivée de Macron au pouvoir pour fasciser la société. Je pense par exemple aux différentes lois qui criminalisent le soutien à la Palestine. Vous avez un génocide, un barbare qui a déjà tué 70 000 civils, qui détruit, qui dit, je parle de Netanyahou de sa clique, qui vient aujourd'hui au Liban, qui dit, vous sortez du village parce que je vais bombarder. Les gens sortent, ils bombardent, et collent les hôpitaux, tout ça. Mais surtout, en Palestine, la destruction dans les colonies. Eh bien, non seulement les pays occidentaux continuent à armer, à financer, à soutenir médiatiquement, mais ils ont voté un certain nombre de lois. Ça a commencé aux États-Unis, ensuite Australie, mais surtout en France. Vous n'avez pas le droit de dire que vous soutenez la Palestine. Vous êtes antisémite. En réalité, l'antisémite, c'est celui qui fait croire que tous les juifs, c'est des criminels, des barbares, et qui ne parle pas des juifs qui dénoncent Netanyahou. En parlant de ça aujourd'hui, on l'a eu dans une manifestation. Bon, donc, les vrais antisémites, ce sont ces gens qui empêchent de faire la différenciation entre les juifs qui n'acceptent pas le sionisme et les autres. Mais ils ont voté des lois. Aujourd'hui, une députée du LFI, Rima Hassan, est poursuivie pour apologie du terrorisme. Si vous dites que le peuple palestinien a le droit de résister à l'occupation, c'est de l'apologie au terrorisme. C'est toute une série de mesures. Alors ça c'est pour la Palestine, mais il n'y a pas que ça. C'est toutes les législations prises dans l'ensemble de l'Europe contre les immigrés. Quand on parle de Trump avec ICE qui tue des gens comme ça, etc., mais en Europe, les lois qui interdisent aux gens qui sont en situation parfois régulière, en attente de papier, de regroupement familial, non? C'est vraiment le culte du racisme, du suprémacisme, tout en laissant la porte ouverte parce que leur économie ne pourra pas résister sans cette main-d'œuvre corvéable. Ah, merci. Donc, c'est vraiment une fascisation de la société qui se fait à travers cette loi-là. Et comment penser que, dans un contexte général comme ça,
les multinationales, la Commission européenne va regarder avec un œil bienveillant, humaniste, la situation des colonies, des dernières colonies françaises, et puis nous aider à, etc. Ça dépasse l'entendement. Alors, est-ce que fondamentalement, ils vous une loi, c'est ça? Est-ce qu'ils ont la loi? S'ils ont la loi, c'est que tu ne peux pas contester. S'ils le font sans la loi, tu peux aller manifester, tout ça. Ouais, c'est illégal. Mais non, mais la loi dit qu'il est présumé. Il faut déjà ça. La oui. Loi. Mais là, la loi, ils vont. Ils vont légaliser le voilà. Alors, mais pour parler je reviens sur ça, parler du fascisme planétaire. Dans tous les médias, on dit oui, l'Amérique du Sud, ils disent l'Amérique latine, a viré à droite. Les idées de droite reprennent. Mais c'est un scandale, parce que tous ces journalistes-là savent dans quelles conditions ces personnes-là sont arrivées au pouvoir. Et celui de Colombie, là, le Trump colombien, qui vient de gagner là, eh bien, comme par hasard, le candidat de droite modérée, qui avait toutes les chances d'être élu, a été assassiné dans un meeting par un jeune de 14 ans qui a été payé par les cartels. Et puis, les gens ont leurs médias, ils ont de l'argent, et quand on remarque qu'il y a, c'est comme un domino, ils posent. On a commencé avec le fameux, je vais parler de la cour, Milei en Argentine. Qui a fait campagne avec une tronçonneuse, j'avais coupé les liens sociaux, les réseaux sociaux, la sécurité sociale. Et puis il passe. Ça a commencé avec lui. C'est pour ça qu'on veut que l'Argentine gagne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mobilisations massives en Argentine. Donc il faut donner la Coupe du Monde à l'Argentine pour fédérer les gens, le sentiment national. Bon, l'Argentine, on a parlé de la Colombie, on a parlé de la tentative de Bolsonaro qui a échoué, mais quand même au Pérou, la fille du dictateur Fujimori. Alors, ce qui est intéressant à noter, que les journalistes cachent, c'est qu'il faut croire que c'est le peuple, le pays, mais c'est toujours à 1% près. Ça veut dire qu'on a 49% de gens qui manifestent contre, qui luttent, etc., et 51% avec les moyens qu'on sait, qui arrivent à passer. Les manipulations, les trafics des urnes, etc. Ça veut dire qu'on n'a pas un regain de l'extrême droite. On a une cristallisation des deux blocs fondamentalement adversaires qui se fait en Amérique centrale. Et y compris aux États-Unis. Le fascisme s'est imposé, mais la misère s'est imposée aussi. Les faillites, les fermetures d'usines se sont imposées. L'inflation s'est imposée. Et même parmi le camp de Trump, il y a de plus en plus d'opposition. Il n'est pas interdit de penser qu'il y ait des événements aux États-Unis qui secouent. Ce n'est pas par hasard que le maire de New York, qui paraît-il a fait sa thèse sur Frantz Fanon, quand il était étudiant, soit d'origine immigrée, et que tous les candidats qu'il défend au sein du Parti démocrate sont sur la même ligne que lui. C'est pour ça que Trump commence à dire le communisme nous range, etc., etc. Donc, même aux États-Unis, il y a une cristallisation aussi, et ça va saigner. Ça va saigner partout dans le monde, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre leur hégémonie. L'Afrique a fait un bon coup là, fascisme planétaire, mais résistance planétaire aussi. Que devons-nous faire, nous Martiniquais, pour sortir de ce piège tendu par les dominants? Eh bien, c'est sortir de leur logique de pensée, que nous permettions au peuple du monde de s'organiser pour justement faire face à cette montée de cette fascisation de tout ce qui se fout de nous. Et je crois que c'est
l'un des motifs que nous devons mettre en œuvre, c'est de permettre cette synergie entre les peuples et les gouvernements qui luttent contre cette fascisation. Et ça demande que, justement, le CLCP, que nous continuons à mobiliser tout le monde par tout ce qu'on a comme moyen d'information, de communication, justement créer ce lien et permettre à l'humanité de se sortir du piège de cette fascisation du monde. Alors, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Non, moi, ce que je voulais dire sur la question des solidarités internationales, le plus important, c'est les mutualisations, les échanges d'informations entre tous les mouvements révolutionnaires du monde. Parce que ce qui a permis la domination occidentale, c'était les idéologies racistes, la xénophobie. Et on se rend compte que dans tous les pays, les gens se rendent compte de la communauté d'intérêt, notamment face au dérèglement climatique, face aux difficultés communes qu'on a du fait des multinationales. Et l'idée que c'était le nord contre le sud, le blanc contre le nord, l'africain contre ceci, c'est en train de s'estomper pour donner une pensée humaniste globale qui s'appuie, qui se confirme et qui nous fait voir que ce n'est pas une question de race. La semaine dernière, on a parlé de la xénophobie en Afrique du Sud. Un pays où tous les pays africains d'à côté soutenu, que c'est un pays soutenu dans la lutte contre l'apartheid, même par les armes, etc. Et puis une clique de gens manipulés développe, je crois qu'il y a eu 60 000 Africains non sud-africains qui ont été expulsés. Alors il faut dire que le principal parti d'opposition met une campagne pour dénoncer ça. Et c'est intéressant. Mais ça nous a montré quand même qu'on a dépassé les clivages fabriqués par les Occidentaux sous la base de nations, de races, pour poser des questions d'humanité, des questions de justice sociale, d'équité, etc. Beaucoup d'organisations internationales travaillent. Le soutien à la Palestine, pour moi, ça a été le plus bel exemple de soutien global, internationaliste, mais sur les questions environnementales, de lutte anti-impérialiste en Afrique et tout ça, on a beaucoup de progrès qui sont faits. Alors, tu as parlé du CNCP, nous on est depuis très longtemps en contact avec des réseaux internationaux et on peut confirmer que des gens de tous les continents se réunissent. Et quand le Venezuela a organisé un forum contre la guerre et pour la paix, à Caracas, l'an dernier, il y avait 160 pays représentés, 800 délégués venant de tous ces pays, et c'était pas des politiciens combattants, c'était des paysans, c'était des dirigeants d'organisations féministes, c'est vraiment les peuples, quoi. Et il y avait autant d'Européens que d'États-Unis, que d'Africains, etc. Donc je pense que c'est là l'issue. Je crois qu'on va arriver à la conclusion de notre émission. Et alors, je veux quand même ajouter, parce que nous avons parlé de nos contacts dans la région, notamment nous sommes membres de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, de Alba Movimientos et de l'Assemblée internationale des peuples. Donc, nous avons quand même des éléments d'information du Forum de Sao Paulo également, qui s'est pas réuni depuis quelque temps, vu la conjoncture politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Caraïbe est un peu protégée de la fascisation. Alors, il y a des dirigeants de pays caribéens qui sont toujours pro-Trump, comme la première ministre de Trinidad, qui tient des propos absolument scandaleux, mais dans l'ensemble, les gouvernements des pays caribéens sont pour la décolonisation, et notamment, il y avait une rencontre au Ghana, ça doit faire 3 semaines ou un mois à peu près, où ils étaient là avec l'Union africaine pour poser la question des réparations, du développement
autocentrée, exigence que les anciennes métropoles réparent leurs crimes en matière de développement. Donc il y a quand même une tendance intéressante au niveau caribéen. Oui, alors la première ministre de Barbade qui est très très courageuse de ce point de vue-là. Et puis il y a Cuba, même toutes ces tourmentes, ces agressions qui restent malgré tout un symbole de résistance. Il faut qu'on songe vraiment à la protéger parce que Trump là, il est prêt à semer le sang. Ils sont en train à l'heure actuelle d'essayer de payer des gens pour faire des contre-manifestations. Bon, on va revenir sur ça. Mais en tout cas, la Caraïbe est globalement idéologiquement protégée du fascisme institutionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille dormir sur nos deux oreilles. Mais pour revenir à ce qui se passe en France, parce que nous avons quand même 150 000 Martiniquais et Martiniquaises qui vivent en France. Beaucoup depuis des dizaines d'années qui ont même fait leur vie là et qui n'envisagent même pas un retour. Mais ce n'est pas le problème principal parce que pour tous les pays colonisés, on a vu que les émigrés peuvent jouer un rôle fondamental dans l'envoi de devises, popularisation de la lutte, d'autant plus que politiquement ils commencent à s'impliquer. De ce point de vue, malgré des critiques sérieuses que nous avons à faire à la conception de la grandeur de la France défendue par Mélenchon, de ce point de vue-là, on peut dire que quand même, LFI arrive à conscientiser la population française dans la lutte contre le racisme et la xénophobie et les impliquer dans la politique à travers les formations que l'organisation fait sur l'économie, etc. C'est pas plus mal qu'on ait déjà ce petit atout-là qu'ils pourront mettre au service de notre lutte. Et puis, évidemment, tous ceux qui souhaitent rentrer, nous les invitons ardemment à le faire, parce qu'on aura besoin, notamment au moment de l'indépendance, de ces compétences-là pour nous développer. Mais, pour nous, on ne peut pas concevoir la décolonisation de la Martinique, et alors encore plus la lutte contre le fascisme, sans nous appuyer sur le tiers de notre population qui vit sur le territoire de la métropole coloniale. En tout cas, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission. Je remercie tous ceux qui ont participé, camarades qui étaient avec moi là. Nous rappelons que nous sommes dans l'émission Ça qu'a fait Olivon la Terre. Chaque semaine, nous vous proposons des réflexions sur des thèmes et nous espérons que vous nous resterez fidèles et que vous partagerez le lien de la vidéo qui a reflété cette émission. Merci à tous.